Bonjour, on est vendredi 24 août 2012. Je suis un peu plus tard que d'habitude le vendredi matin et ça c'est parce que j'ai eu une idée ce matin en me réveillant et j'ai voulu quand même vérifier un tout petit peu mes hypothèses en vérifiant quelques dates en particulier pour voir si ça collait ce à quoi j'avais pensé. Et du coup je vais donner un nom, le nom de mon hypothèse. Je vais donner un nom à cet exposé. Et ça s'appelle de la manière suivante, c'est la deuxième mort de l'anarchisme. Voilà. Et ce qui m'a lancé dans ma réflexion, c'est la lecture ce matin, au lever, de deux articles qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, si ce n'est que bon, ça parle de politique. Le premier, c'est un article sur M. Paul Ryan aux États-Unis, qui est second sur le ticket, comme on dit aux États-Unis, pour l'élection présidentielle du côté républicain. Et ce monsieur Paul Ryan est un libertarien ou anarcho-capitaliste. Les deux termes circulent. Ce sont des courants, moi j'appelle ça par temps en temps, ici entre nous, j'appelle ça le fascisme en col blanc. C'est représenté essentiellement par M. Ron Paul aux États-Unis. Ça a une représentation aussi en France. Il y a des gens qui se réclament de ça. Ce sont des gens qui parlent beaucoup de l'or et de l'argent, métaux, qui vous parlent de la dette, de l'argent comme étant de l'argent-dette, etc. C'est un courant qui existe en France, qui existe d'une certaine manière aussi dans certains autres pays européens. Et donc ce monsieur Paul Ryan a proposé au Parti républicain qu'il a accepté qu'il y ait une réflexion sur la monnaie et en particulier d'un retour possible à l'étalon or. Pour en général, ces gens s'y prônent aussi un système bimétallique, comme on dit, avec de l'argent, également de l'argent métal. Bon, ce sont des questions dont j'ai parlé, dont j'ai consacré un livre à ces questions-là, à ce débat qui a lieu autour de l'argent, de la monnaie, et ainsi de suite, des idées qui circulent sur le fait les banques commerciales pourraient créer de l'argent à partir de rien. Et ça, c'est le premier article donc, que j'ai lu, c'est que comme ce monsieur Ryan représente pour la première fois un courant qu'on appelle aussi, pas seulement par des termes compliqués comme libertarien ou anarcho-capitalisme, on l'appelle aussi du terme qui s'est donné lui-même quand il s'est représenté, c'est le Tea Party. Pourquoi? C'est une référence au fait qu'il y avait une révolte, une rébellion à Boston à l'aube de la guerre d'indépendance américaine, et autour de la question de la taxation, de l'imposition. Voilà. Alors c'est donc ces gens qui sont des gens extrêmement anti-étatiques ont repris cette idée de justement que l'impôt, voilà, l'impôt qui est perçu par l'État est la représentation même du mal dans nos sociétés. Et vous savez, bon, les représentants, il n'y a pas que M. Ron Paul, qui est une personnalité politique, qui représente ce type de courant. Il y a aussi des gens comme M. Milton Friedman, prix Nobel d'économie, qui a longtemps influencé la politique aux États-Unis. C'est la personne qui a dit que l'entreprise fonctionnait uniquement pour ses actionnaires, ne travaillait pas pour ses employés, ne travaillait pas pour ses clients, travaille pour ses actionnaires. C'est M. Milton Friedman, encore très influent. Il a vendu des livres à l'époque où il était en vie, qui se vendait à des millions d'exemplaires. Également personnalité dans ce courant-là, Monsieur von Hayek, Friedrich von Hayek, Monsieur von Mises, il y a un certain nombre de personnalités qui appartiennent à ce courant-là. Ça, c'est la première nouvelle. Bon, dans l'actualité. Donc, comme on commence à voir une certaine institutionnalisation de ce qui était je dirais, dans le cours des dernières années, des idées qui étaient regardées comme relativement loufoques, si ce n'est que dans la communauté justement du milieu des affaires, dans la communauté des entreprises transnationales, en fait, les valeurs de ces groupes-là se sont non seulement infusées, mais sont devenues en fait dominantes. Mais au niveau des politiques nationales, ça n'apparaissait pas véritablement en surface. C'était des choses qui se passaient, je dirais, dans un cadre plus général ou un cadre différent, justement celui du milieu des affaires. Et la deuxième nouvelle, ce que j'étais en train de lire, c'est un article à propos de ce monsieur qu'on appelle Swadrömer, si on imagine que son nom est d'origine allemande, Swadrömer si on le prononce à la hollandaise,
Ce monsieur qui est une personnalité qui est ascendante dans la politique hollandaise, et on imagine, enfin les sondages d'opinion suggèrent que si le vote avait lieu maintenant, au lieu d'être en septembre, il gagnerait les élections haut la main à la tête de son parti socialiste, à distinguer du parti Partij van de Arbeiders, qui est un parti de type travailliste anglais, qui est le parti socialiste classique en Hollande et qui représenterait les courants qui sont représentés en France par le parti socialiste, en Belgique aussi par le parti socialiste, etc. Et ce monsieur Roemer, lui, représente un parti qui vient d'ailleurs, qui s'appelle Parti socialiste, mais dont je voudrais dire un petit mot également. Voilà. Alors, pourquoi mon titre? Pourquoi mon titre? Parce que voilà la chose suivante. Vous vous souvenez sans doute de Karl Marx. Bon, moi, enfin, vous ne l'avez pas connu, moi non plus, mais c'est un personnage qui est un personnage a été dominant. Au XIXe siècle se crée une internationale socialiste. Voilà, c'est un mouvement, c'est la première internationale. Et c'est bon, c'est ça, à ça que j'ai perdu un petit peu de temps, c'est à regarder les dates pour voir si ça collait, si mon histoire allait coller. La première internationale socialiste, ça date entre 1864 et 1876, ou 76. Voilà. L'emporte à la fin le courant marxiste. Il y a deux grands courants, le courant anarchiste et le courant marxiste, qu'on appellera communiste ensuite, ou qui s'appelle déjà communiste d'une certaine manière à cette époque-là. Mais pourquoi j'hésite, c'est parce qu'il y a beaucoup de courants. Il y a des owenistes, il y a des mutualistes, il y a des partisans de Proudhon. Proudhon meurt juste après le début de cette internationale, il n'y jouera pas un très grand rôle. Mais du côté des anarchistes, on a un personnage dominant qui est Bakounine, il y en a un second après, qui est Kropotkin. Kropotkin, bon, je savais que c'était un prince. Bakounine, j'hésitais, mais on a vérifié l'autre jour parce que j'avais une discussion avec un de mes fils sur savoir s'il était noble aussi. Moi, je disais qu'il était noble aussi. Le Wikipédia nous apprend que c'était de la petite noblesse parce que sa famille ne possédait que 500 serfs, 500 serfs. Donc ça, c'était des aristocrates, mais des gagnes-petits. Toujours est-il que dans cette internationale socialiste du début, il y a une grande opposition qui apparaît entre, d'un côté, Karl Marx, qui est une figure dominante, et Bakounine, qui est aussi c'est quoi? C'est Mikhail Bakounine? Bon, je n'ai plus ça devant moi. Si ce n'est pas Mikhail Bakounine, j'irai corriger par la suite. Et Bakounine qui représente le courant anarchiste. Et il y a un moment dramatique, parce que l'affrontement devient de plus en plus dramatique, et Bakounine fait une prophétie. Il dit, si jamais vous, les marxistes, vous gagnez, vous serez pire que les autres, vous prendrez le pouvoir, non pas pour le prolétariat ou pour quoi que ce soit, vous le prendrez pour vous-même. Voilà. Et on sait ce qu'il en est advenu du marxisme. On en connaît l'histoire, c'est un courant qui est devenu dominant, c'est un courant qui a gagné dans certaines révolutions, qui a pris le pouvoir, qui a mis des régimes politiques en place en s'inspirant de Marx. Et la prophétie de Bakounine s'est vérifiée. Voilà. Alors, le marxisme, bon, on n'en parle plus beaucoup, mais voilà que c'est pour ça que c'est une seconde naissance ou une seconde mort, si vous voulez. C'est une seconde mort qui devient une première naissance. C'est que les courants défendus par l'anarchisme sont des courants qui sont de plus en plus là. Parce que quand on parle du Parti socialiste en Hollande, quand on parle du parti Syriza en Grèce dirigé par M. Tsipras, je ne parle pas de la France, parce que la France, vous voyez, on dit oui, mais il y a une ressemblance entre ce M. Robert et M. Mélenchon, et M. Tsipras, etc. Mais oui, mais non, attendez, parce que là, le parti, le Front de gauche, c'est un parti marxiste. Bon, que ce soit les uns, que ce soit la tendance ancien parti communiste, ou ce soit les autres, c'est un courant qui est toujours un courant marxiste. Est-ce qu'on trouve des anarchistes de type Bakounine en France? Oui, depuis un certain temps, on les trouve essentiellement. Il y a quelques petits groupuscules qui se réclament, je dirais, explicitement de l'anarchisme. Mais ce sont, bon, je vais vexer personne, mais enfin, ce sont des courants vraiment extrêmement petits. Ce sont des groupuscules, comme on avait l'habitude de dire. Mais on trouve chez les écologistes,
peut-être pas chez ceux qui votent la règle d'or, donc vous savez à quel point je la porte dans mon cœur, mais les autres bon, dans les mouvements écologistes européens, il y a bon, cet anarchisme, c'est les valeurs de l'anarchisme. Je ne dis pas de l'anarchie, voilà, parce que l'anarchie, c'est un mot qui est utilisé. On me disait, quand j'étais gosse, on me disait oui, bah, quand l'instit ne sait plus quoi faire, il dit c'est l'anarchie qui a pris le pouvoir ici. Et, euh, je disais oui, mais moi dans mon école en Belgique, on disait, les instituteurs disaient, mais c'est quoi, c'est la République ici? Parce que on était en monarchie, alors la République, c'était traditionnellement encore en Belgique, c'était la représentation du désordre absolu. Non, l'anarchisme, c'est un système politique, c'est une réflexion politique qui a des choses particulièrement en vue, particulières en vue. Et alors bon, le marxisme l'emporte. Il y a quelques mouvements anarchistes qui continuent d'être relativement dominants, et il se passe en particulier, je veux dire, il y a cet antagonisme, cette antipathie entre les anarchistes et les marxistes qui continue au XXe siècle, parce qu'en particulier, vous le savez, si bon, les interprétations sont diverses, il faudrait aussi là que j'aille vérifier quelques faits, mais si le mouvement républicain échoue en Espagne en 1936, c'est essentiellement parce que les anarchistes et les communistes se déchirent, et qu'en particulier, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a des films, un film de Ken Loach là-dessus en particulier, c'est que les communistes passent beaucoup plus de temps à essayer d'éliminer les anarchistes, et parfois d'une manière extrêmement violente et peu sympathique, euh, je pèse mes mots, plutôt que de s'occuper d'essayer de défendre la République. Bon, il y a des raisons historiques pour ça, etc. etc. Mais toujours est-il que, voilà ce qui m'apparaît ce matin. C'est que le marxisme a eu, bon, il n'est pas mort, moi je parle de Marx en bien quand il fait des analyses économiques, etc. Je ne parle pas en bien des gens qui ont voulu s'inspirer de Marx en considérant qu'ils allaient mettre en place un régime qui représentait le système de valeurs qu'il avait mis en place, et l'intuition de Bakounine sur le fait que Marx était un personnage autoritaire et que c'est les gens qui le suivaient ne comprenaient pas un certain nombre de choses quant à justement la liberté individuelle, etc., etc. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que les courants, je dirais, qui proposent des nouvelles idées, sont des courants qui s'inspirent de l'anarchisme de manière massive, aux deux extrêmes, je dirais, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Parce que au moment où l'anarchisme apparaît, il y a déjà en germe ce qu'on voit se développer par la suite. Il y a, parce que j'ai parlé de Bakounine, mais je n'ai encore rien dit de Max Stirner. Max Stirner est un penseur de l'anarchisme individualiste. Et il y a une ligne droite qui conduit de cet anarchisme individualiste au mouvement libertarien. Et quand M. Murray Rothbard appelle cet anarchisme d'extrême droite, quand il l'appelle anarcho-capitalisme, d'une certaine manière, il a raison. Il a raison parce que les racines sont là. Et donc, on se trouve devant cette situation paradoxale. Bon, je veux dire, c'est une intuition qui me vient ce matin, un vendredi matin, sous la douche, au moment où je me dis de quoi je vais parler. Donc, il faudra aller creuser ça, il faudra aller voir, il faudrait, bon, comment dire, c'est brut de décoffrage, voilà, c'est brut de décoffrage. Il faudra aller voir un petit peu ça dans les détails. Mais quand on regarde en ce moment d'où viennent les projets de changement par rapport au système dans lequel on est, il y a deux tendances qui sont des tendances qui sont absolument opposées, euh, défendent finalement des valeurs qui sont extrêmement différentes, qui proposent des types de sociétés qui sont des sociétés tout à fait antagoniques. Mais ces deux courants viennent du même endroit, de cet endroit qui a été battu, qui a été éliminé, qui a été liquidé parfois physiquement par les défenseurs du marxisme dans les révolutions, dans les mouvements, comment dire, dans les mouvements sociaux dramatiques où il y a des conflits armés. Et il se retrouve là en présence, personnifié pour moi ce matin, d'un côté par monsieur Paul Ryan aux États-Unis,
qui est donc, représente donc l'extrême droite du parti républicain, mais qui reprend des idées qui sont dans la ligne de celle de ce Max Stirner. Max Stirner n'est jamais intervenu dans les débats autour de l'anarchisme, pas simplement parce qu'il est mort avant que n'apparaisse même cette première internationale. Cet anarchisme-là, et puis l'anarchisme je dis, on l'a donné un nom, l'anarchisme social, sinon, si on veut, de Bakounine, de Kropotkin, dont les premiers linéaments, les prémices, on les trouve chez des gens comme Sismondi et de manière encore plus massive chez Proudhon, qui lui aussi donc disparaît du débat parce qu'il meurt dans la première année de l'existence de cette internationale, mais dont les textes sont là, les discours sont là, etc. Et bon, je mentionne que quelques noms, il faudrait en voir d'autres. Et donc, à mon sens, ça c'est très intéressant. Il y a les idées de contestation ont eu à une époque, je dirais de 1870 à 1989, étaient représentées essentiellement par les idées qui venaient justement de ce courant marxiste qui avait éliminé les autres au milieu dans les débats de la Première Internationale. Et se retrouvent maintenant au premier rang les idées qui avaient été défendues par les anarchistes à cette époque, idées qui, en fait, comme on le voit, c'est pas qu'on dit parfois les extrêmes se rejoignent, mais c'est pas ça, c'est simplement là, on a un courant libertaire qui devient un courant libertarien ou qui reste un courant libertaire et qui est un courant de réflexion sur l'individu et la société, voilà, et qui sont arrivés à des conclusions tout à fait opposées, comme cet anarcho-capitalisme de Rothbard, qui à mon sens, en fait, il a en lui, je dirais, les mêmes germes que Bakounine avait décelés chez Karl Marx, les germes de l'autoritarisme. Moi, je l'analyse comme en fait le fait de prôner le retour d'une nouvelle aristocratie, et qui n'est pas une aristocratie de la terre comme celle de la féodalité, qui n'est pas celle de l'intellect comme d'une certaine manière avait voulu l'esprit des Lumières. C'est une aristocratie de l'argent, et ce n'est pas étonnant, je dirais, que l'or et l'argent, les métaux, ces métaux fascinants, soient au centre maintenant de cette réflexion de M. Paul Ryan, s'inspirant directement de la plus grande figure politique du libertarianisme ou de l'anarcho-capitalisme aux États-Unis, qui est M. Ron Paul. Voilà. Alors je vous ai dit, brut de décoffrage, une idée qui m'est venue simplement ce matin en lisant deux articles, mais qui a rassemblé, je dirais, un certain nombre de choses sur lesquelles je réfléchissais en arrière-plan. Voilà, à la semaine prochaine.